Hey yo, c'est TG ou Tom23DS sur Formula Wrestling. On se retrouve pour tout nouveau concept sur ma chaîne, un podcast. Et cette fois-ci pour le premier numéro de podcast catchesque. Le podcast où on va parler catch et on va surtout analyser ensemble des pay-per-view de catch, hein, un des pay-per-view de catch de la AEW ou de la WWE, ça dépend des deux grandes fédérations de catch en ce moment. Et ensuite, on analysera dans cette vidéo, dans ce concept de podcast, on analysera on fera une petite question sur le catch, et on y répondra, enfin j'y répondrai plutôt à cette question que je poserai dans ma vidéo, et puis j'écouterai vos opinions dans les commentaires. Et puis dans la prochaine vidéo, si vous commentez et que vous êtes intéressé, j'en discuterai dans la prochaine vidéo en tout début de vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à une fédération de catch, donc l'AEW, et non pas la WWE. Alors pourquoi? Parce que tout simplement la WWE n'a actuellement pas de show hyper intéressant, à part peut-être NXT Takeover, le prochain Takeover qui devrait sortir, qui devrait être diffusé dans quelques jours, si je ne m'abuse. Mais actuellement le grand événement dans le monde du catch, c'est la AEW, la All Elite Wrestling, créée le 3 janvier 2019, avec pour fondateur Tony Khan. Mais il n'y a pas que Tony Khan derrière la AEW, hein. Il y a Cody Rhodes, ou Cody, Matthew Massey, Nicolas Massey, Tyson Smith, Brandy Rhodes, et il y a aussi les Young Bucks, Kenny Omega. Toutes ces personnes sont derrière la création de la AEW, qui est présidée par Tony Khan, hein, qui est fondée par Tony Khan du coup, puisque c'est la personne qui apporte l'argent à la fédération. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si je me trompe sur la présentation de la AEW, sachant que l'un de ses actionnaires c'est Shahid Khan, il me semble. Une fédération de catch qui est récente, et on va analyser donc le pay-per-view, le tout premier pay-per-view de la AEW. Donc c'est une première pour nous et aussi pour la AEW. Double or Nothing. Le dernier pay-per-view en date de la AEW, et voilà comment on va dérouler un petit peu le contenu de cette vidéo. Dans un premier temps, on va parler un petit peu des combats. Alors je vais donner des ratings de 1 à 5 à chacun des matchs de la carte principale, attention, hein, de la carte principale, et non pas de la carte en entier, parce qu'il y a les matchs du pre-show, mais j'ai décidé d'enlever les matchs du pre-show, tout simplement parce que ce sont des matchs qu'on peut voir en gratuit, et c'est pas seulement ça, c'est que ça rendrait la vidéo beaucoup trop longue, et je pense que beaucoup d'entre vous n'apprécieraient pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous parle aussi des matchs de pre-show. En tout cas, moi je pense m'intéresser plutôt au match de la carte principale. Ensuite, en deuxième partie, on parlera de Jon Moxley et le passage de l'entrée de Cody Rhodes face à Dustin. Voilà, dans la deuxième partie de ce podcast catchesque. Et puis dans la troisième partie, on parlera des points positifs et des points négatifs du show. C'est-à-dire des points positifs, ce qui a été bien dans le show, et les points négatifs, ce qui était mal dans le show, voilà, tout simplement. Même si je vais vous donner mon propre avis juste avant de commencer cette analyse, c'est que ça a été un excellent pay-per-view, tout simplement, hein, un pay-per-view immanquable. Alors personnellement, je l'ai regardé sur Fight TV, et je vous conseille si vous avez la possibilité de le faire, d'aller sur Fight TV. Donc c'est une application qui est gratuite et qui est disponible sur l'App Store et sur Android Market. En tout cas sur Android elle est disponible, je ne sais pas si c'est le cas sur l'App Store. Et vous pouvez acheter un pay-per-view, et dans mon cas c'était AEW Double or Nothing, et c'est 21,99€, non pas 17$ comme j'ai pu le voir dans certains sites, dans certains forums. Et donc c'est un moyen de pouvoir regarder le pay-per-view, et moi je l'ai vu sur Fight TV et c'était excellent, et un pay-per-view excellent, et on va revenir juste après au match. Et ensuite, la petite question qu'on se posera et à laquelle on répondra, donc, c'est: la guerre entre la WWE et la AEW a-t-elle réellement commencé? Voilà la question à laquelle on va répondre tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, enfin à la fin de ce podcast. Et donc pour commencer, on va parler des matchs de la AEW.
Et on va commencer par le tout premier match du show principal, donc le Six-Man Tag Team Match entre SCU, donc l'équipe de Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, contre Strong Hearts, vous me dites si je le dis mal, Sima et Elle Lindaman avec T-Hawk. Et donc ça a été un match pour moi un peu découverte parce que même si je connaissais SCU, c'est-à-dire que je connaissais Christopher Daniels et Frankie Kazarian pour leur passage avec la TNA. Scorpio Sky, je le connaissais pas vraiment. Et SCU, j'avais vaguement entendu parler. Donc c'était pour moi une découverte. Et les Strong Hearts, je ne les connaissais pas. Et donc, ça a été un match super intéressant. D'ailleurs, j'ai aimé l'intro de. Je crois que c'était Christopher Daniels ou Frankie Kazarian, je sais plus. C'était l'un des deux qui a fait une imitation de Freddie Mercury qui était excellente. Et c'était excellent, c'était une entrée excellente, elle a chauffé le public avec des jolies références. Et voilà, c'était un super match. Alors moi le rating que je vais donner à ce match, c'est 4 étoiles, voilà, je vais lui donner une note de 4 sur 5. Match 4 étoiles donc. Pour ce premier combat, alors pourquoi 4 sur 5? Eh bien tout simplement parce que c'était un match qui était solide, il y avait du bon tag team, voilà, c'était pas pour un match à 3 contre 3, c'était pas comme les matchs un peu fat de la WWE où quand tu regardes, il y a toujours une intervention ou quelque chose comme ça. Non, c'était un match fluide. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Les tags se sont bien déroulés. Voilà, il y a pas eu un catcheur qui a plus brillé que l'autre. Ils ont tous brillé les uns les autres. Et franchement, c'était super cool, super divertissant. Et c'est pour ça que j'ai donné la note de 4 sur 5. Ensuite, le deuxième combat, c'était le Fatal 4-Way match. Un Fatal 4-Way qui en fait devait être un triple threat match entre Dr. Britt Baker, Kylie Ray et Nyla Rose. Sauf que, comme vous avez certainement pu le voir dans le show, Brandi Rhodes, donc je crois que je crois qu'elle a une position à l'AEW, Brandi Rhodes. Elle est Chief Brand Officer de l'AEW et donc elle est venue juste au début du Triple Threat match pour annoncer qu'il y aurait une 4e participante et que c'était Awesome Kong. Alors déjà la surprise fait partie du combat, c'était super quand même comme combat. On a eu donc Awesome Kong qui par sa présence, son physique impressionnant, eh bien promettait de nous faire un petit combat, une petite domination. Et finalement, c'est pas tant une si grosse domination de Awesome Kong qu'on a eu. Pourquoi? Parce que Kylie Ray, Nyla Rose et Britt Baker ont décidé de s'en prendre à Awesome Kong. Elle restait en dehors du ring et l'ont frappé de toutes les manières de toutes les façons possibles afin que Awesome Kong soit au sol et qu'elle ne puisse pas se relever afin de participer à ce qui se passait sur le ring, ce qui bien évidemment a profité à Dr. Britt Baker qui a remporté ce combat. Et pour moi, eh bien, ce sera qu'une note de 3 sur 5. Alors ne vous y me prenez pas, 3 sur 5 c'est très bien, c'est un très bon match. C'est moins bien que le premier effectivement, mais parce que Awesome Kong n'a pas trop participé à ce qui se passait sur le ring. On l'a surtout vu en dehors du... on l'a pas tant vu que ça. Hein. Awesome Kong, on l'a vu au tout début du match, et puis après, c'était que par petits moments, puisqu'elle elle passait son temps en dehors du ring au sol. Donc c'est un match qui mérite amplement une note de 3 sur 5 pour moi, hein. En tout cas c'est mon avis, hein. Après je suis preneur de vos avis à vous, je suis totalement preneur, et c'est pour ça que j'ai mis une note de 3 sur 5. La surprise, j'ai décidé de ne pas la compter, tout simplement. La surprise de l'arrivée d'Awesome Kong. Ce match aurait pu être certainement moins bien, je sais pas. En tout cas, le 3 sur 5 me paraît justifié. Et c'est justifié. Voilà. Et donc on va vers le troisième match de ce show principal. Et c'est un tag team match pour changer, encore un tag team match. Cette fois-ci Best Friends, Trent Beretta et Chuck Taylor contre Angelico et Jack Evans. Alors je ne connaissais pas les lutteurs de ce match. Mais le match, je l'ai apprécié, honnêtement, je l'ai apprécié énormément.
Honnêtement, Best Friends, c'était une surprise. Trent Barretta, je crois que je le connaissais. Chuck Taylor, pas tant que ça. Donc je connaissais pas Best Friends, la tag team. Je les avais vus vite fait lors de la conférence de l'AEW Tampa Bay en Floride, je crois que c'était ça, hein. Lors de la dernière conférence, juste avant la conférence où ils ont annoncé Double or Nothing. Et je crois qu'ils étaient présents, Best Friends. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à voir qu'ils existaient, mais je me suis pas renseigné sur leur équipe ni où ils sont, donc je sais pas vraiment où est-ce qu'ils étaient en dehors de la EW. Et Angelico et Jack Evans non plus, je les connaissais pas, donc c'était pour moi une découverte à 80%, hein, puisque Trent Barretta, je le connaissais déjà, je savais où est-ce qu'il catchait. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu un match que j'ai découvert. Et c'était un match qui pour moi vaudrait un 3,5 sur 5. Donc 3,5 sur 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était un match qui était vivant. Il y avait une certaine alchimie. De toute façon, il y avait une alchimie entre les catcheurs, hein. Chuck Taylor et Trent Barretta, ils avaient une certaine alchimie. Angelico et Jack Evans aussi. Il y avait ce qui se passait sur le ring, c'était beau. C'était bon, il y avait très peu de botch, c'était fluide, et c'est tout ce qu'on demande à un match par équipe, je pense. Quelque chose de fluide, pas trop de botch, une certaine alchimie qui s'est créée entre les catcheurs, et on le verra par la suite dans la carte de cette alchimie dont je veux parler, qui a fait que le match était super en soi. Donc j'ai donné une note de 3,5 sur 5, et donc c'est pour ça que j'ai apprécié ce match. C'était une extraordinaire découverte pour moi. On avance dans la carte avec le prochain match. Donc le quatrième match, le Six Woman Tag Team Match. Alors pour moi aussi c'était une entière découverte. Alors là, à défaut de connaître au moins un catcheur, je ne connaissais aucune catcheuse, pardon. Je ne connaissais aucune catcheuse. Donc Hikaru Shida, Ryo Abe et Ryo Mizunam contre Aya Kong, Yuka Sakazaki et Emi Sakura. Donc je connaissais aucune de ces six là. Et ça a été une très agréable surprise parce que il y avait déjà une alchimie entre ces femmes sur le ring. Une alchimie qu'on a bien vu pendant le combat. Tout était bien calculé, tout était bien fait finalement. Très peu de botch. En tout cas, de ma part, hein, j'ai pas vu beaucoup de botch, voire pas du tout. Si vous en avez vu, dites-le, hein, y a pas de souci. Moi, je suis preneur pour voir ce genre de détails. Et, euh, et oui, donc c'était un match super intéressant, ça allait vite, il y avait des bons spots. Moi j'ai apprécié, j'ai énormément apprécié, j'ai donné la note de 4 sur 5 à ce combat, à ce petit Six-Woman Tag Team Match. C'était la première fois que j'ai vu un Six-Woman Tag Team Match aussi intéressant depuis que je suis le catch, et je suis le catch depuis 2007, 2007 ou 2006, je sais plus. Donc depuis plus de 10 ans, de 12 ans même, ça va faire plus de 12 ans. Ouais, depuis 2006. Et donc c'était la première fois qu'un match de catch m'avait autant passionné. J'étais tellement passionné par le truc que j'ai pas vu le temps passer. Et le combat, je l'ai pas vu passer en soi. Je l'ai pas vu passer. Et c'est pour ça que je lui ai donné la note de 4 sur 5. C'était un match qui a impliqué vraiment. Qui m'a impliqué vraiment dans le match. J'étais impliqué dans le match, pardon. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai donné cette note. Je sais pas après quel est votre avis à vous. Je suis preneur aussi de vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Ensuite, on va passer à un match, et pas qu'un simple match, un match en simple, un match très important puisqu'il s'agissait du match entre Cody et son frère Dustin Rhodes. Donc Cody Rhodes à la WWE contre l'ancien Goldust de la WWE. C'était un match qu'on avait attendu depuis très longtemps. C'est un match que Cody et Dustin Rhodes voulaient à la WWE, et ils ne l'ont pas eu. Alors ils ont décidé de pouvoir se lancer eux-mêmes
à la AEW, et franchement, je dois vous dire que ce match était exceptionnel. Je pense que vous aussi, vous avez dû trouver ça. C'était un match exceptionnel. Et voilà, il y a eu du sang, il y a eu, il y a eu de la friction, vraiment de la tension dramatique dans ce match. On pouvait voir le côté dramatique de ce match. C'était un véritable drame, un frère contre frère, une lutte fratricide. Les deux ne voulaient pas lâcher le morceau. Les prises de catch étaient parfaites. L'alchimie, elle était là, l'alchimie entre ces deux catcheurs, elle était là, elle était présente sur ce ring. Euh, les prises étaient super bien faites. Le côté dramatique avec le sang, forcément, ça booste un petit peu le côté dramatique. Donc ça aussi. Et, et après, il y a la technicité. Les catcheurs, ils ont réalisé des prises, notamment Goldust, donc Dustin Rhodes, qui a fait des prises que je ne le voyais pas faire à la WWE. Et honnêtement, moi, il m'a surpris. Il m'a surpris, Dustin Rhodes. Je ne pensais pas qu'il était aussi talentueux dans un ring de catch. Je pensais pas qu'il était capable aussi de pouvoir nous sortir quelques jolies prises, et il l'a fait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de donner la note de 5 sur 5 à ce match. Donc voilà, pour moi c'était un match parfait, on va dire un vrai match de catch. Ce qu'on cherche à avoir finalement dans un combat de catch, de la psychologie, du drame, de l'intensité, et des bonnes prises de catch. Et ils nous ont raconté une histoire. En plus, il y avait un long historiel entre ces deux catcheurs, hein, des frères qui ne sont pas de la même génération. L'un qui a vécu l'attitude era, l'autre non. Cody Rhodes voulait en battant son frère détruire l'attitude era entre guillemets. Il voulait battre l'ancienne génération pour dire voilà, cette génération est finie. Maintenant, c'est le place à sa génération, la génération de Cody Rhodes, la génération de Cody. Et c'est ce qui s'est passé. Cody a battu Dustin. Et donc, ce match qui a été exceptionnel a été encore plus exceptionnel par le segment qui a suivi, où Cody vient voir son grand frère, Dustin, et lui dit qu'il a besoin d'un partenaire pour le prochain pay-per-view. Donc, le rendez-vous est marqué pour AEW Fight for the Fallen, où eh bien, celui-ci dit à son frère: j'ai besoin d'un grand frère. Et il demande à Dustin de ne pas prendre sa carrière, de ne pas prendre sa retraite, pardon, pour qu'il puisse faire face avec lui, face aux Young Bucks, dans un match par équipe, à AEW Fight for the Fallen, qui devrait se dérouler courant mai, courant juin, pardon, courant juin, donc d'ici un mois, pour un match par équipe, et qui promet de réunir donc les deux frères Rhodes. Ça promet, c'est un match qui promet. Et j'ai hâte de pouvoir voir la suite des événements. Ensuite, on a eu quelques événements dans le show, mais on va directement switcher vers le sixième match. Et qu'est-ce que le sixième match de ce show principal? Eh bien, c'est un match par équipe pour le AAA World Tag Team Championship. Donc les Young Bucks, qui étaient champions, ont battu Pentagon Junior et Rey Fenix, les Lucha Brothers. Et ça a été un match qui pour moi il a valu 5 sur 5. C'est-à-dire qu'il y a eu de tout. Il y a eu de tout dans ce match. Des bons spots, des prises de finition spectaculaires, des moments de tag, des tags vraiment super bien faits. C'était fluide, ça allait vite. Il y a eu quelques moments de pause forcément, parce qu'il faut reprendre son souffle, etc. Donc oui, mais ça allait vite dans le soi, ça allait vite. Et c'était prenant, on prenait part au combat. Les Young Bucks, ils ont vraiment étalé leur talent sur ce match. Je dis pas que les Lucha Brothers n'ont pas de talent, hein. Pentagon Junior et Phoenix sont très talentueux. Mais les Young Bucks, ils ont été exceptionnels. Moi, j'ai adoré ce match, et je lui ai donné la note de 5 sur 5. Malgré un petit défaut, il y a eu ce match-là en particulier a eu beaucoup de finishers, beaucoup de prises signature de la part des catcheurs, donc beaucoup de finishers qui ont été réalisés, et beaucoup de finishers qui ont laissé place à des kick-out, donc des dégagements, et ce qui a un peu décrédibilisé les finishers, mais ça on en parlera un peu plus tard dans le podcast.
Et donc j'ai donné la note de 5 sur 5 parce que c'était vraiment un match exceptionnel. C'était vraiment un super match. On perdait pas, on n'a pas. Moi je vous conseille de le revoir, hein. C'était un match qui clairement était passionnant à voir. Il y avait une certaine alchimie et c'était vraiment super. C'est vraiment un match super. Ensuite on passe au 7ème match de la soirée, donc le main event de ce All Elite Wrestling, ce premier pay-per-view de la All Elite Wrestling, Double or Nothing. Le dernier match, donc celui pour eh bien, le titre de challenger numéro 1 au titre de la AEW, donc celui qui va se battre contre le vainqueur du Battle Royale, du Casino Battle Royale du pré-show qui a été remporté par Adam Page. Donc celui qui devrait affronter Adam Page, c'est bien évidemment Chris Jericho contre Kenny Omega. Et c'est Chris Jericho qui l'a remporté sur un Judas Effect. Un beau coup de coude infligé à Kenny Omega et qui a permis à Chris Jericho de remporter sur le compte de 3. Alors on a aussi vu pas mal de finishers, Codebreaker, Waltz de Jericho, on a vu les finishers de Kenny Omega. Dans l'ensemble ça a été un match qui a été bon, mais je sais pour avoir vu le combat entre Chris Jericho et Kenny Omega à Wrestle Kingdom 12, donc Wrestle Kingdom 12, je crois que c'est Wrestle Kingdom 12, hein, si je ne m'abuse. Si c'est le cas, vous me dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et je lui donne la note de 3,5 sur 5 à ce match. J'hésitais entre 3,5 et 4. Je vais donner, on va dire 4. On va dire 4 sur 5. Et la raison pour laquelle je donne 4 sur 5 à ce match, non même pas. 3,5. On va rester à 3,5. Je suis indécis. Je suis indécis sur ce match parce que je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais à quelque chose de mieux et un meilleur finish. C'est sûr que le Judas Effect, c'est un super nom. Par contre, la prise de finition, elle n'est pas forcément spectaculaire. Même si, en soi, dans la pratique, elle doit faire extrêmement mal. Dans la pratique, c'est une prise de finition qui, si tu la rates, elle fait super mal. Et voilà, c'était pas si spectaculaire que ça. Le final, c'est dommage. Et du coup, c'est pour ça que je lui mets la note de 3,5 sur 5. Je lui mets pas 4 parce que c'est pour des détails. C'est le finisher qui a fait que je lui donne 3,5 sur 4. 3,5 sur 5. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre 3,5. Même si l'intervention de John Moxley à la fin a été superbe, l'intervention n'était pas dans le match, c'était après le match. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis plus à ce combat. Donc vous voyez, hein, dans l'ensemble, c'est vraiment un pay-per-view qui a regroupé deux excellents matchs, deux très bons matchs et puis deux bons matchs. Donc voilà, c'est trois bons matchs, pardon. Donc c'était un super pay-per-view, super intéressant à regarder, super divertissant. Et puis c'était du vrai catch. C'était du catch. Et que demande le peuple? Que demande le peuple? Ça faisait un moment qu'on voulait regarder un vrai show de catch. Et moi j'avais regardé WrestleMania en espérant ça. Et en regardant WrestleMania, j'avais parfois envie de dormir. J'avais parfois envie de dormir en regardant WrestleMania. Et ça, en regardant ce show, de Double or Nothing, ce pay-per-view, je me suis pas ennuyé. Je ne sais pas vous, mais moi je ne me suis pas ennuyé. C'est comme ça, il y a des pay-per-view comme ça qui, je sais pas, ce match-là m'a passionné ce match, ce pay-per-view m'a hypé du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, et je parle du pré-show jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que devraient être les shows de catch en général. C'est-à-dire avec des très bons matchs, des très bonnes storylines, et encore, la AEW n'a pas de weeklies. Elle n'a pas de show hebdomadaire comme la WWE. Donc, la plupart des feuds qu'on a vus, ce sont des feuds qui sont construites sur les vidéos, Bing the Elite et des Tutti Quanti. Sur des vidéos qui ont rapport avec la All Elite Wrestling, mais c'était pas sur des weeklies, donc il n'y avait pas de vraie construction de build-up propre comme on voudrait le voir, comme ça devrait se faire normalement. Parce que c'était le premier, parce qu'il n'y avait pas de show hebdomadaire. Imaginez-vous quand il y aura les weeklies, comment ça va être? Ça va être super, ça va être excellent. Pour moi, il y a que ça que j'attends, c'est les weeklies, et avec les weeklies, on va être grave intéressé, ça va être super. Franchement, ça va être super. Moi, je vous trouve qu'il y a grave moyen de faire
quelque chose d'intéressant avec l'AEW et le show sur TNT va être super intéressant à regarder, surtout comparé à Raw, même si la AEW se veut plus comme une alternative à la WWE. Et donc là, ça m'amène du coup, eh bien, à la deuxième partie de la vidéo, du podcast, pardon, où on va parler eh bien de Jon Moxley et l'entrée de Cody Rhodes. Alors tout d'abord, Jon Moxley, comme tout le monde le sait ou pas, c'est l'ancien Dean Ambrose de la WWE, c'est un nom qu'il avait en indie avant de rejoindre la WWE. Jon Moxley, qui a intervenu à la fin du pay-per-view Double or Nothing, donc après le match Kenny Omega contre Chris Jericho. Celui-ci est arrivé sur le ring et a foutu un Dirty Deeds sur Y2J Chris Jericho afin de le mettre KO, puis s'en est pris à Kenny Omega et il y a eu un échange de coups qui était super intéressant à voir et on voyait l'intensité dans les deux hommes. On voyait un Jon Moxley qui était agressif, euh, qui était vraiment dans l'envie de se battre, qui n'avait que ça. Franchement, c'était une attitude de Jon Moxley que j'ai jamais vue à la WWE. Je me rappelle pas l'avoir vu comme ça en tant que Dean Ambrose, à part dans sa période Lunatic Fringe. Et même comme ça, ils lui ont pas donné cette intensité. Et là, il était en main event en plus. Donc, on parle d'un ancien champion de la WWE quand même, Dean Ambrose. Donc c'est un très 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 bon, c'est une très belle surprise. On s'attendait beaucoup à ce que Jon Moxley vienne à la AEW parce qu'il avait teasé sur Twitter qu'il venait de changer de nom et on a vu dans son teaser qu'il se sentait libéré de quitter The Asylum, donc l'asile qui était la WWE selon lui, ce sont ses mots. Et on l'a vu. Pour l'instant c'est que le début. Donc je m'attends à ce que par la suite ce soit encore plus développé. Donc son histoire, quelles sont ses motivations, on va le savoir plus tard dans les prochains shows. Et, euh, et donc cette arrivée de Jon Moxley a surpris plus d'un. Et moi personnellement j'ai marqué comme un malade, comme un gamin. Je me suis retrouvé, devant ma télé à 5h du matin. Je me suis levé et j'ai presque hurlé. J'ai fait oh non c'est pas vrai, c'est lui, c'est Jon Moxley, c'est Dean Ambrose. Et j'ai marqué comme un malade, je sais pas vous, mais moi j'étais extrêmement étonné, extrêmement surpris. Puisqu'il s'en est suivi, c'était super quoi. Dean Ambrose qui arrive et qui casse la baraque en deux, il casse la baraque, il bute tout le monde, voilà, il s'en prend à tout le monde. C'était clairement, un excellent, une excellente entrée de Jon Moxley. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce passage-là, à son arrivée, c'était une vraie surprise, on s'y attendait, mais comme c'était à la fin du show, on ne s'y attendait plus vraiment. Et là, on a été pris de surprise et ça a été vraiment excellent. Et c'est comme ça que devraient être gérées finalement certaines arrivées, et pas teasées comme nous le fait la WWE qui nous dit ah, tel superstar va arriver, genre Brock Lesnar revient, oui Brock Lesnar va arriver, il sera là au prochain Raw, alors qu'en fait il devrait même pas teaser, il devrait laisser la surprise. C'est comme ça que devrait le faire normalement, mais bon. En tout cas, c'était super, cette arrivée de Jon Moxley. Et là, on va parler donc de l'entrée de Cody Rhodes. Alors pourquoi de l'entrée de Cody Rhodes, de l'entrée de Cody? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé le pay-per-view, Cody est arrivé sur le ring à côté d'un trône, je crois que c'était en ciment, un trône avec une espèce de petite croix qui faisait penser à celle de Triple H, et un trône qui ressemblait effectivement à un trône de Game Triple H, un vrai trône. Et donc Cody est arrivé, et puis sa femme, Brandi Rhodes, qui est arrivée un petit peu avant lui, elle est allée vers le ring, prendre un sledgehammer, et en prenant le sledgehammer, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'elle a mimé un signe avec le sledgehammer, un petit sourire, euh, en regardant Cody Rhodes et en tenant le sledgehammer devant elle, un peu comme le ferait Triple H face à un adversaire ou face au public. Et puis elle a donné le sledgehammer à Cody, et celui-ci a détruit donc le trône de ciment ou de béton. C'est comme, je sais pas de quelle matière il était faite, mais voilà, c'était un trône. Il est venu le détruire et ça a été donc un symbole, tout un symbole pour Cody. Donc un symbole qui veut dire que, en gros,
Cody Rhodes voulait s'en prendre à Triple H et à la WWE en faisant ce signe, en faisant cet acte. Et il voulait détruire le trône de Triple H. Donc c'était un peu comme qui dirait finalement le roi est mort, vive le roi. Ça a été plus, je pense, hein, c'est que mon avis, une volonté de la part de Cody de faire une petite indirecte Triple H à la suite de ce que Triple H avait dit au Hall of Fame. C'est-à-dire que Triple H avait dit que l'AEW était une entreprise de t-shirts. Et finalement, ça l'est pas. Et Cody a indirectement voulu faire passer un message. Et il l'a fait de manière assez virile, quoi. Et en prenant un sledgehammer et en détruisant donc un trône qui ressemble à celui de Triple H avec l'arme favorite de Triple H. C'est un coup de. Comment dire? C'est un petit coup envers la WWE et vers Triple H. Donc la WWE parce que Triple H en est son COO, donc ça représente le trône, donc le trône, la place de roi de la WWE, et ça représente aussi la place de Triple H à la WWE. Et cette attaque, c'est un peu comme si la l'AEW venait s'en prendre à la WWE. Donc pour signifier, hey, nous on est là, on est prêt à en découdre, quoi. C'est ça un petit peu, je pense, ce qu'a voulu faire Cody en détruisant ce trône. Pour moi, c'est ce que je pense. C'est c'est quelque chose qui, je pense, euh, va va changer beaucoup de choses dans l'avenir, puisque je pense que la WWE va forcément répondre à un moment donné. Triple H va forcément donner une réponse indirectement, je pense. C'est que mon avis. Ça reste à voir dans les prochaines semaines, et surtout dans le prochain Raw. Et voilà, donc c'était effectivement un passage mémorable de la part de Cody, cette entrée qui est une attaque indirecte à la WWE. Alors, je ne sais pas vraiment quelles étaient au final ses intentions, parce que si ces réactions et ce geste sont évocateurs pour nous tous, la réponse de Cody Rhodes en interview pour la chaîne YouTube What Culture Wrestling, elle est assez évidente. Pour lui, Cody Rhodes, il s'est inspiré d'une des entrées de Triple H et il voulait frapper un grand coup. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à revoir l'interview de Cody par la What Culture Wrestling, une petite interview vite fait, où celui-ci dit exactement les raisons, mais il veut pas dire que c'est une attaque indirecte envers la WWE, mais voilà, nous on le comprend indirectement, quoi. C'est évident. Voilà, donc maintenant il est temps pour nous de passer vers la partie finale de notre podcast. Et on va parler donc de cette question qui nous taraude. Est-ce que la guerre entre la WWE et l'AEW a-t-elle vraiment commencé ou va-t-elle commencer? Eh bien, pour tout vous dire, moi, mon avis, et c'est que mon avis personnel, c'est que cette guerre n'a pas encore commencé. Et je vais m'expliquer pourquoi. Cette guerre n'a pas encore commencé parce que, malgré qu'il y ait eu ce premier pay-per-view de l'AEW, ça n'était qu'un seul pay-per-view. Et ce pay-per-view, il pourrait être comparé au prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu, je pense, à Jeddah, en Arabie Saoudite, donc Super Showdown. Et il n'y a pas grand-chose, enfin je veux dire, il n'y a pas eu de construction, et je l'ai dit précédemment dans le podcast, que il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu de construction de storyline pour l'instant. On a juste eu un pay-per-view tout pur, comme ça, un pay-per-view brut qui est arrivé. Les histoires, les storylines qui se sont dessinées pour ce pay-per-view se sont faites exclusivement sur les chaînes YouTube de la All Elite Wrestling et les chaînes YouTube Being the Elite, Nightmare Family, et c'est tout, la famille, et c'est. Oui, je pense que c'est tout. Et puis ce qui s'est fait aussi dans les autres fédérations. On a aussi le combat entre les Young Bucks et Pentagon Junior et Ray Phoenix qui s'est construit autour du titre de la Triple A et qui a été aussi construit pendant la dernière conférence de présentation. Il y a eu la conférence pour Double or Nothing. Et voilà, donc il n'y a pas eu de vraie construction. Donc pour moi, cette guerre, s'il y a une guerre,
elle va forcément avoir lieu, mais elle n'a pas encore commencé. Et c'est les fans qui commencent cette guerre finalement. Pour moi, c'est les fans qui commencent cette guerre, qui commencent à dire la EW est meilleure et tout. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas, mais pour l'instant, il faut attendre, il faut patienter. Il faut voir ce que la AEW va produire en weekly. Et là, on pourra effectivement dire il y a une guerre. Il y a une guerre, et puis le meilleur produit, c'est la AEW, quoi qu'il arrive. Même si leur pay-per-view est excellent, pour l'instant, on ne peut pas encore se prononcer, puisque ce n'était qu'un seul pay-per-view, finalement. Et que on peut pas juger une compagnie sur un seul pay-per-view. C'est impossible. On peut très bien avoir un très bon pay-per-view et puis le prochain ou les deux prochains seront moins bons, voire mauvais, et puis là la hype redescendrait quoi. C'est pas possible. Et donc on peut pas parler encore de guerre entre la AEW et la WWE, mais il y aura peut-être une guerre. Je dis bien peut-être. Et si cette guerre arrive, c'est en tout cas sûr au courant octobre-novembre. Voilà. À l'époque, à la période où la AEW sera diffusée sur TNT aux États-Unis. Voilà. C'est à ce moment-là où on pourra parler de guerre et de guerre entre la AEW et la WWE. Une vraie guerre pour le catch, quoi. Même si on a eu des superstars de la WWE qui ont tweeté pardon, des messages de soutien pour la AEW. Je pense notamment à Sasha Banks, à Becky Lynch, Bayley, The Club, Revival, etc. Matt Hardy par exemple aussi, qui ont tous tweeté en faveur de la AEW. Donc oui, il y a quelque chose qui se crée, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de guerre. Il n'y a pas encore de guerre, c'est que le début. Donc c'est une période magnifique en tant que fan de catch qu'on est en train de vivre, parce que là, on est sur une période où on voit la naissance d'une nouvelle fédération, qui est toute petite, mais qui est déjà prometteuse. Et on ne sait pas ce qui vient par la suite, mais c'est super excitant parce qu'ils nous disent qu'ils ont beaucoup de choses. Ils ont les moyens. Et cette fois-ci, c'est pas comme la TNA, qui avait pas forcément les moyens, mais qui avait des stars. Cette fois-ci, c'est pas comme la TNA, puisque celle-ci est dirigée par un groupe de catcheurs finalement, puisque la All Elite Wrestling, malgré le fait qu'elle a été fondée par Cody, Matthew Cassie, Nicolas Massey, Tyson Smith, Brandy Rhodes et Cody Rhodes, donc les familles Rhodes. Je prends ça de la page de Wikipédia. Euh, Et donc, malgré le fait qu'elle ait été fondée par ces personnes-là qui s'y connaissent en catch, euh, elle est différente de la TNA dans le sens où elle a eu plus d'impact en un pay-per-view que la TNA en a eu dans la plupart de ses shows. Enfin, selon moi, hein, c'est que mon avis. Mais la TNA a gâché beaucoup de choses. Malheureusement, la TNA n'a pas su concrétiser. Est-ce que la AEW va le faire? Ça reste à voir. Et c'est pour cela que je vous dis que la guerre entre la WWE et la TNA n'a pas encore commencé. Et elle n'a pas encore commencé et on est encore loin. Cette guerre, pour moi, elle commencera que vers novembre-décembre. Novembre, janvier, novembre-octobre. C'est simple. C'est pour ça. Donc la réponse, pour moi, est-ce qu'elle a commencé ou pas? Pour moi, cette guerre n'a pas encore commencé. On est aux prémices, on est au prélude. On est au prélude d'une guerre. On est à un moment où une sorte de défilé militaire, par exemple, où on a une fédération qui veut montrer ce qu'elle a, ou le potentiel qu'elle a, grâce à ses pay-per-views. Et puis ensuite, elle va démontrer ce potentiel dans les pay-per-views, les weeklies qui suivront. Voilà exactement comment ça devrait se dérouler. Et j'espère de tout cœur que la AEW va réussir qu'elle va réussir à monter dans la hiérarchie du monde du catch et qu'elle sera la deuxième plus grande fédération de catch. Parce que pour l'instant, on ne peut pas forcément dire que c'est la deuxième plus grande fédération de catch parce que elle n'a fait qu'un seul pay-per-view. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'a fait qu'un seul pay-per-view, elle n'a pas de weeklies pour le moment, donc c'est une fédération qui est encore toute jeune. Il faut lui laisser le temps. Et c'est qu'en lui laissant le temps qu'on pourra effectivement parler de guerre ou pas. Puisqu'après tout, le produit pourrait très bien se casser la figure. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Même s'il y a des talents, même s'il y a des connaisseurs, la TNA n'a pas réussi, donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a des fédérations qui, par le passé, ont essayé, et voilà. Mais après, le choix de la l'AEW de se porter en tant que
produit alternatif n'est pas une mauvaise chose. La EW va se porter en tant que produit alternatif. Donc, il y a moyen qu'on nous fasse un super show et que ce soit super divertissant. Voilà, ce sera tout pour le podcast Catchesque, le premier numéro. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles. Ça fera super plaisir. Pour moi, eh bien, c'est une première, donc c'est mon premier podcast. J'espère que vous avez apprécié et que on pourra échanger des commentaires positifs dans les commentaires. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à discuter dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Et eh bien, je vous dis sur ce, eh bien, à la prochaine pour un nouveau numéro de Podcast Catchesque. C'était TG ou TD23DS. Bye tout le monde. Ciao ciao. Peace.